Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Qui a dit que le 11 janvier avait scellé l'unité nationale? La plus grande manifestation de l'histoire de France laisse au contraire place à un champ de bataille intellectuelle. La guerre des idées fait rage, avec à ma droite Éric Zemmour et les déclinistes qui tapent sur l'intellectualisme de la gauche. De l'autre, à ma gauche, Emmanuel Todd et quelques autres qui dénoncent une islamophobie généralisée. On se calme, retour au sens, clame Michel Vivorca. Pour le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, il faut en finir avec le déclinisme. Oui, mais comment les valeurs collectives peuvent-elles nous apporter ce sens? Bonsoir Michel Vivorca. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme, c'est aux éditions Robert Laffont, dans la collection Le Monde comme il va. Michel Vivorca, vous avez décidé dans cet ouvrage donc d'en finir avec le déclinisme ambiant en France. Qu'est-ce qui a, selon vous, favorisé cet état d'esprit, ce déclinisme dans les esprits des Français? Ça a commencé avant la crise économique, mais ça s'est accentué avec elle. En tout cas, les sources, elles sont ailleurs que dans la seule crise. Je crois que ça doit beaucoup à la crise politique, à l'épuisement de notre système politique et des liens qu'il entretient, excusez-moi de vous dire ça, avec le système médiatique. Je pense que notre gauche n'a plus de modèle de référence. Le communisme, il y a longtemps qu'il est totalement épuisé. La social-démocratie n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Quant à la droite, je pense aussi qu'elle est en grande difficulté. Et donc le déclinisme, c'est avant tout, je pense, la conséquence de cet affaissement, de cette fatigue que suscite l'image de notre système politique. Alors il y a, je le disais, eu ce 11 janvier, Michel Vivorca, la société française a eu le sentiment de se réunir autour de ce jour historique qui a précédé les attentats de Paris. Pourtant, 4 mois après, aujourd'hui, un peu plus de 4 mois après ces événements, on a le sentiment qu'il n'en est rien. Comment expliquez-vous que tout soit retombé aussi vite? Écoutez, dès que j'étais parmi les manifestants, mais très vite j'ai eu le sentiment d'un moment, comment dirais-je, d'un grand moment où tout le monde se tenait chaud, dans la plus grande dignité, sans le moindre, d'ailleurs, propos déplacé. C'était très impressionnant, mais que tout ça n'allait pas durer, que c'était ce que j'ai appelé, dans un quotidien qui m'interviewait, une illusion groupale. Un moment comme ça où... Un peu comme un enterrement, d'ailleurs, dans une famille où... Oui, c'est un moment où il se joue quelque chose, mais quelque chose qui ne va pas laisser des traces majeures. Je vous dis, moi, les 2 débats qui sont nés de cette affaire-là, qui auraient pu être plus vifs et plus intéressants. Le premier a trouvé son expression au Parlement, au Sénat, c'est le débat sur les mesures de sécurité qu'il faut prendre. Et donc là, il y a vraiment eu un débat. Jusqu'où allons-nous faire comme aux États-Unis? C'est la fameuse loi sur le renseignement. Voilà. Donc là, je trouve qu'il y a eu un vrai débat. Il aurait peut-être pu aboutir autrement, mais il y a eu un débat. Par contre, le débat qui n'a pas eu lieu, c'est le débat qui est né du fait que les jeunes dans les écoles aient refusé la minute de silence qui leur était demandée. Parce que bien sûr, ces jeunes qui refusaient la minute de silence ne s'identifiaient pas aux tueurs, à la barbarie. Non. Simplement, ils disaient, il y a un problème de liberté d'opinion dans ce pays. Est-ce qu'il n'y aurait pas 2 poids, 2 mesures? Est-ce que Charlie Hebdo a le droit de blasphémer autant qu'il veut, tandis que tel autre humoriste, lui, n'a pas le droit de dire ce qu'il pense des Juifs? Vous voyez, ce sentiment comme ça. Et donc là, un débat aurait pu s'ouvrir. Un débat intéressant qui n'a pas vraiment eu lieu. Et je trouve que tout ceci a été, comment dirais-je, enseveli sous les débats politiciens habituels. Ouais. Alors vous prenez un retour aux valeurs universelles en les ouvrant aux apports d'autres cultures, d'autres composantes de la société française. Expliquez-nous, Michel Vivorca, il y a une nuance quand vous parlez d'universalisme. Les valeurs universelles, c'est magnifique. Si je vous dis le même droit pour tout le monde, la raison... Mais c'est une promesse abstraite pour beaucoup de monde. C'est quelque chose qui ne marche pas. Le jeune qui arrive à l'école alors qu'il est issu de l'immigration, comme on dit, qui va marquer liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs universelles. Mais il sait que, bon, la liberté, ok, mais l'égalité et la fraternité, peut-être pas vraiment pour lui. Et donc, premièrement, les valeurs universelles sont abstraites, sont une promesse pour certains, mais pas pour d'autres. Deuxièmement, dans le monde entier, des gens critiquent les valeurs universelles en disant elles accompagnent en fait la domination de l'Ouest sur le reste du monde, l'hégémonie américaine, des Blancs sur les gens de couleur, etc. Et même à l'intérieur de nos sociétés, des hommes sur les femmes, ce genre de choses. Et donc il y a un problème. Et je pense qu'il ne faut pas abandonner les valeurs universelles, mais qu'il faut, si j'ose dire, les réenchanter, les renouveler, les refabriquer de façon à ce qu'elles aient une charge d'émancipation
qu'elles ont perdu. Et vous dites pas d'universalisme, d'expansion, hein, parce que, par exemple, le régime chinois, sur la démocratie, il a parfois beau jeu de répondre aux gouvernements occidentaux, nous avons nos valeurs, vous avez les vôtres. Alors ça, c'est le relativisme. C'est, vous ne pouvez pas nous comprendre, on a nos valeurs, vous avez les vôtres, on est dans des... C'est faux. On est capable de comprendre les autres, et les autres sont capables de nous comprendre. Simplement, ce qui est refusé, c'est l'idée que depuis, chez nous, disons les pays occidentaux, nous allons, comme on l'a fait pendant des siècles, nous allons proposer notre vision du monde à des gens en leur disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça n'est plus acceptable. Alors vous avez parlé tout à l'heure du rapport entre les médias, le système médiatique entre guillemets, et les dirigeants et la classe politique. Les choses ont changé, il y a des nouveaux médias, le numérique, ça va très vite, hein, le flux, la globalisation. En quoi tout cela vient-il compliquer la notion du vivre ensemble ? Écoutez, le vivre ensemble aujourd'hui, c'est un problème qui nous oblige à faire, je dis nous, les sociologues, les intellectuels, ceux qui essayons de comprendre ce qui se passe, ça nous oblige à faire un grand écart. C'est d'un côté, on est obligé de s'intéresser à des individus, des personnes. Chacun de nous veut construire sa vie, veut avoir des relations avec un tel, une telle, avoir une trajectoire, des perspectives, etc., au niveau individuel. Et chacun de nous peut aussi comprendre que si on n'a pas une vision du monde entier, si on ne pense pas les choses dans leur, j'allais dire dans leur globalitude, pour parler comme parlait Ségolène Royal, globalement, si on ne voit pas les choses dans toute leur épaisseur planétaire, on ne comprendra rien, parce que l'économie est planétaire, les grandes décisions, regardez le journal que vous venez de nous faire voir, les grands phénomènes ont des échos planétaires. Et donc, pour penser le monde dans lequel nous vivons, il faut être à la fois capable de s'intéresser à la subjectivité de chaque individu, et ça, Internet a un rôle très important dans tout ça, et s'intéresser à des phénomènes mondiaux. Internet, ça me permet d'exister. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, je peux envoyer tout ce que je veux, contacter le monde entier, communiquer avec des gens, et me réaliser peut-être moi-même. Michel Ivorca, juste une question qui n'est pas forcément dans votre avis, mais sur cette réforme de l'éducation nationale, je ne vous demande pas votre avis, mais on a le sentiment que l'école aujourd'hui en France est devenue, contrairement à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à l'Espagne ou à l'Italie, un enjeu idéologique. Vous le disiez tout à l'heure, ces enfants, on ne les a pas écoutés alors qu'ils disaient des choses. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça, cette idéologisation, pour faire là aussi un barbarisme ? Je dirais surtout que l'école est aujourd'hui enfin un objet de débat et d'action politique. C'est quand même terrifiant de regarder les classements internationaux. Vous savez qu'aujourd'hui, on compare les systèmes d'éducation et on s'aperçoit que la France, on aime bien en dire qu'on est les meilleurs. On est très bon à l'école maternelle. OK. Il n'y a pas que l'école maternelle. Et donc, on est en chute s'il s'agit de l'enseignement de toutes les disciplines. Mais pourquoi marteler l'école? C'est la République, c'est la laïcité, à longueur de journée, etc. C'est un thème que vous trouverez dans mon livre. C'est un thème, je vais vous le dire très simplement. C'est une erreur de dire on va vivre la République, vivre la citoyenneté, vivre la laïcité. C'est une erreur. Non pas que ce soit faux, mais c'est incantatoire. Si ce n'est pas pour vous, si ça ne vous concerne pas, si vous avez le sentiment que c'est à côté de vos problèmes, mais plus on vous parlera comme ça, plus vous aurez le sentiment qu'en face... Il vaudrait mieux donner du sens à ces notions plutôt que les marteler. Exactement. Alors vous consacrez un chapitre aux places respectives qu'occupent et que doivent occuper la religion et la culture. L'islam, disons-le, est devenu en France la pierre angulaire sur toute réflexion au sein de la société. Comment sortir, Michel Ivorca, de ce prisme? Alors, l'islam obsède un certain nombre de personnes. Quand on compte les musulmans, vraiment sérieusement, encore qu'on n'a pas le droit de le faire, mais enfin, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est pas la moitié de la population, c'est pas le quart de la population, c'est même pas le 10e de la population. Donc, il faut arrêter d'abord avec l'obsession numérique. Deuxièmement, on s'aperçoit que pour mieux attaquer l'islam, au lieu de lui faire sa place dans la laïcité, c'est une religion qui arrive, c'est pas comme les religions qui étaient déjà là. Au lieu de lui laisser avoir sa place dans la société, pour mieux l'attaquer, certains brandissent les valeurs républicaines que vous venez d'évoquer. Ça m'a frappé. J'écoute le Front National, et qu'est-ce que j'entends? Vive la République, vive la laïcité. Tout ça, évidemment, voulant dire, l'islam, lui, est contre la République et contre la laïcité, ce qui est évidemment faux, sauf peut-être pour un tout petit pourcentage de musulmans. Alors, pour revenir au sens dont vous nous parlez, Michel Ivorca, il faut des intellectuels. Et là, j'aimerais vous citer, je précise que c'est un livre plutôt consensuel, apaisant, qui veut restaurer la confiance, mais j'aimerais lire ce passage, page 150. Les intellectuels publics, depuis l'avènement de la nouvelle philosophie à la fin des années 1970, sont devenus des participants à une vie médiatique sans profondeur, quand ils ne sont pas la pâle copie de Sartre, prêts à se livrer à d'élémentaires facilités, tels Bernard-Henri Lévy plongeant tête baissée dans le canular
signé Botul, ou des plagiaires tels Jacques Attali ou Alain Minc, les plus en vue, tels Éric Zemmour ou Alain Finkielkraut, sont réactionnaires arc-boutés sur des visions passéistes et mythiques de la France d'hier. Bon, vous n'allez pas vous faire que des amis, mais la question, comment justement aujourd'hui et quel rôle pour les intellectuels dans cette société? Alors, il faut cesser d'avoir l'image que l'intellectuel, c'est celui qui, dans le champ médiatique, dit la vérité, que les hommes politiques attendent avec impatience et dont ils se saisiront pour modifier leur action. C'est pas comme ça que les choses se passent. Moi, je pense que nous vivions une époque où il faut laisser les chercheurs, les intellectuels nouveaux, c'est-à-dire essentiellement pour moi les chercheurs en sciences sociales et aussi peut-être les gens dans la littérature, mais il faut nous encourager, nous aider à travailler. Vous avez évoqué Charlie. Voilà un très bon exemple. Il faut encourager la recherche sur l'islam, sur les banlieues, sur l'antisémitisme, sur la violence, sur le terrorisme, sur ce qui se passe dans le monde. Ouais. On a des images rapides. Bon, mais qu'on laisse et qu'on encourage ceux qui veulent produire des connaissances, plutôt que, comme ça, d'encombrer en quelque sorte notre existence par des choses sans épaisseur. Ouais. Dernière question, Michel Viorca, en quelques mots, c'est important pour TV5 Monde, chaîne culturelle francophone mondiale. Vous glissez quelques passages sur la perte d'influence de la langue française que vous observez depuis le début de votre carrière de sociologue. En quoi cette donnée a-t-elle un impact sur l'état de la société française? Cette perte d'influence fait que si on ne se met pas à parler anglais, alors on n'est plus dans le coup. On ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, on ne communique pas, ouais. Et on n'a pas envie d'aller vers l'extérieur. Et donc, je ne dis pas du tout qu'il faut se soumettre à la langue anglaise, évidemment pas, mais qu'il faut la parler comme il faut savoir conduire une voiture ou se servir d'un ordinateur. Merci beaucoup Michel Viorca. Retour au sens pour en finir avec le déclinisme, édition Robert Laffont. C'est en librairie depuis quelques jours. Merci Michel Viorca d'être venu témoigner dans le journal et la grande édition de TV5 Monde.